Merci bien. Alors, pour commencer, enfin, en tout cas, moi, je vais vous présenter un outil que l'on utilise ici, qui est un observatoire intégré des risques côtiers que l'on développe au niveau régional, et en particulier donc dans le cadre du Finistère, sur le territoire du Finistère, à travers sa déclinaison qui s'appelle Lithorisque. Ce sont aussi des travaux qui sont engagés au niveau de l'île de la Réunion aussi, sur cet observatoire des risques côtiers. Merci. Euh, donc le principe, en fait, il est, ou le constat, en tout cas, il est celui-ci, c'est-à-dire que tout ce qui relève du littoral, notamment pour nos sociétés développées, eh bien, on est toujours dans cette dualité d'un système dans lequel, eh bien, il y a une certaine attractivité de ces milieux et beaucoup d'aménités qui sont apportées par ce milieu. Et évidemment, on oublie ou on tente à oublier que l'on est aussi dans un environnement qui est particulièrement dynamique. Et donc, c'est là où se posent les problèmes d'érosion côtière et de submersion, entre autres. Et du point de vue régional en particulier, on commence à avoir une bonne idée de ce qui se passe avec cette difficulté quand même du point de vue de la géomorphologie, à savoir que sur le massif armoricain et les littoraux donc de la région, on se retrouve avec une géomorphologie côtière qui est relativement étendue du point de vue du linéaire côtier à traiter, qui est très segmentée et découpée en de multiples petites cellules hydrosédimentaires, avec une très grande diversité des types de côtes et des évolutions contrastées très difficiles généralement à observer d'un point de vue général. Alors on a quelques idées quand même à travers l'INE, par exemple, des notions de recul de ce trait de côte qui concernent en gros 6% du littoral. Et puis, pour ce qui est simplement des accumulations sédimentaires, eh bien, ne serait-ce que pour les plages, à partir du moment où il n'y a pas d'anthropisation trop poussée, eh bien, on voit que l'on a des variations relativement importantes de comportement de ces plages en termes d'avancée, de recul ou même de stagnation du point de vue du trait de côte. Donc ici, à peu près réparti en un tiers pour l'ensemble de ces solutions. Alors par contre, ce que l'on voit aussi, c'est que l'on a des milieux qui sont extrêmement dynamiques, avec des événements ponctuels de recul majeur qui peuvent être particulièrement importants. On a des valeurs qui peuvent atteindre les 100 mètres sur un épisode de tempête en termes de recul. De la même manière, pour ceux qui relèvent de la submersion, on a une dispersion de petits secteurs, parfois des polders aussi qui sont concernés, donc de zones basses en tout cas, en arrière du trait de côte, qui sont concernés par des submersions potentielles, voire la submersion évidemment qui s'y est organisée. Donc toute la Bretagne finalement est concernée par ces mécanismes, avec cette difficulté donc d'avoir un regard sur l'intégralité de ce linéaire. Si on regarde ne serait-ce que le linéaire de la rade de Brest, si on a bien compris, eh bien a priori c'est la même longueur de trait de côte ce que l'on peut avoir sur la côte d'Aquitaine à peu près. Donc ça fait une longueur relativement importante à observer. Avec, donc pour ce qui relève des risques, évidemment, tous ces phénomènes qui, là, ne relèvent plus de la nature, mais évidemment sont liés directement aux dynamiques anthropiques, d'urbanisation, d'aménagement de ces littoraux, confrontés donc à leur dynamique, bien entendu. Et donc, ces conséquences sont importantes en termes de risques. Alors du point de vue de la gestion de ces risques, il existe au niveau national comme au niveau local des stratégies qui sont proposées. Sans les détailler complètement, on a un certain nombre d'entre elles qui sont celles qui vont consister à protéger à tout prix la côte pour préserver les enjeux qui sont menacés. On pourrait imaginer aussi de protéger en avançant le trait de côte, dans certains cas, ce n'est pas proposé par les stratégies nationales en tout cas. Il y a aussi tout ce qui relève de l'adaptation aux nouvelles conditions qui peuvent s'imposer dans certains milieux. Et puis viennent ensuite des solutions un petit peu plus délicates quelquefois à mettre en œuvre de gestion du retrait avec l'accompagnement de ce retrait en adoptant des méthodes flexibles, souvent fondées sur les processus de la nature plus que sur l'opposition. Et puis tout ce qui va aussi concerner l'évolution libre de ces milieux qui s'accommodent plus à des milieux de nature plus qu'à des milieux urbanisés d'un point de vue général. Donc toutes ces stratégies, en tout cas, sont déclinables localement à travers les SN, les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte.
Ça va être plus simple comme ça. Et puis ce que l'on constate, c'est par contre des réponses de la société qui sont particulières, c'est-à-dire que l'on a des solutions collectives ou individuelles qui, d'une manière générale, tendent plutôt à aller vers des solutions de fixation du trait de côte, et avec ici une gestion des risques qui pose la question de la durabilité finalement de ce type de gestion, notamment dans le contexte des changements globaux et des changements climatiques, d'élévation du niveau de la mer en particulier, pour lesquels on a quand même une certaine connaissance de ce qui pourrait se produire, du point de vue des principaux impacts, sans rentrer dans tous les détails, du point de vue morphosédimentaire, avec des reculs qui sont envisagés évidemment et accélérés dans certains cas, des sédimentations accélérées aussi dans les marais maritimes qui pourraient se poser et poser des problèmes, bien entendu. Bien sûr, pour tout ce qui relève des submersions, avec l'élévation du niveau de la mer, et dans des contextes qui quelquefois ne sont pas simples à imaginer pour le futur, bien entendu, et avec toutes les incertitudes qui encadrent aussi l'élévation de ce niveau de la mer. Et puis, tout ce qui relève des problématiques hydrogéologiques aussi, ne serait-ce que la salinisation des terres, par exemple, qui sont aussi des questions qui sont à poser pour l'avenir et qui s'additionnent aux problèmes qui existent déjà en termes de pénurie sédimentaire, de modification des dynamiques littorales, modifications anthropiques évidemment, toutes les conséquences des extractions de sédiments qui ont pu être réalisées à certaines époques et de l'artificialisation des milieux, bien entendu. Donc le problème, il est relativement vaste, il est déjà posé et il se pose pour l'avenir. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que finalement, eh bien, on a des solutions qui peuvent être préconisées en termes de protection, en tout cas de gestion que l'on peut faire de ce trait de côte ou de ces littoraux. La lutte contre les aléas, évidemment, on a déjà des réponses qui sont apportées. On voit bien qu'elle est, dans bien des cas en tout cas, illusoire, et puis bien souvent elle va exacerber les aléas, donc elle est coûteuse du point de vue de la société. Continuer de subir les dommages, c'est aussi un vrai problème, parce que l'on va voir apparaître très certainement, si ce n'est pas déjà le cas, des problèmes d'acceptabilité, soit économique, soit sociétale, bien entendu. Et il reste la solution, ou les solutions de recomposition spatiale, de relocalisation, de recul stratégique, comme on les appelle, mais qui, en fait, là aussi, posent des problèmes techniques. Donc c'est difficile, du point de vue technique à réaliser, du point de vue juridique, tout comme du point de vue financier, et bien entendu politique également. Donc des solutions qui sont toutes faites, toutes prêtes, mais difficiles à appliquer. Et donc la manière par laquelle eh bien, on essaie de voir un peu comment on peut essayer d'apporter des solutions, ou en tout cas des prémices de solutions, eh bien, c'est de considérer le risque comme étant la résultante de deux entités, deux éléments importants, non pas uniquement l'aléa, sur lequel évidemment on peut mesurer énormément de choses, mais de considérer aussi que l'on a affaire dans ce risque aussi à des aspects anthropiques que l'on décrit, nous, à travers des dynamiques sociétales qui sont l'expansion des enjeux, tout ce qui relève de la littoralisation qui se produit à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale ou internationale, bien entendu. Tout ce que l'on a comme outils aussi, que l'on peut mettre en œuvre du point de vue de la gestion de ces risques. Et puis, bien entendu, quelque chose que l'on oublie assez facilement, mais qui est aussi la représentation ou les représentations sociales que les populations riveraines peuvent avoir de ces risques et qui rentrent dans une grande partie dans l'opposition ou l'acceptation par rapport aux stratégies qui peuvent être réalisées. Et donc la manière par laquelle on essaie d'avancer dans cet observatoire, c'est d'essayer de prendre en considération l'ensemble de ces éléments, à la fois donc naturels et anthropiques, pour appuyer, en tout cas, ou aider à fonder des stratégies au niveau des EPCI, au niveau des départements, au niveau donc régional, qui s'appuient sur une approche globale qui prenne en compte l'ensemble de ces éléments. Et donc on travaille à partir de la vulnérabilité systémique, c'est-à-dire finalement ce qui relève de la capacité de réponse des sociétés face à ces phénomènes, à ces risques particuliers. Et donc les quatre composantes sur lesquelles on va essayer de faire de l'observation sont les aléas, ça c'est assez classique on va dire, mais on va prendre en compte aussi toutes les dynamiques des enjeux, les dynamiques qui sont impulsées par la gestion que l'on pratique sur tel ou tel milieu, et tout ce qui relève aussi de la manière par laquelle les gens pensent les risques côtiers. Donc une représentation de ces risques à travers ces quatre composantes que l'on essaie de suivre dans les territoires pour essayer d'avancer sur la question. Alors comment on fait ? Eh bien, on essaie de co-construire. On co-construit
pas uniquement dans les laboratoires entre disciplines différentes, mais en essayant de s'appuyer aussi sur la manière par laquelle les gestionnaires et les élus travaillent. Et donc on travaille avec des indicateurs qui ont été désignés, choisis à la fois par les gestionnaires et par les académiques. Avec ici une façon de voir les choses à travers ces indicateurs qui permet d'avoir des indicateurs d'aléas, d'enjeux, de gestion et de représentation sociale qui sont tous visualisables de la même manière, c'est-à-dire sur des cartes, à travers donc des mailles par exemple, qui sont disposées sur un territoire, et une cotation qui est homogène, qui est, quel que soit l'indicateur que l'on utilise, homogène, et qui permet d'arriver à des indices de vulnérabilité en particulier pour chaque territoire que l'on va suivre dans le temps, c'est-à-dire que l'on essaie de déterminer finalement les leviers sur lesquels on peut appuyer ou jouer pour éviter de voir la vulnérabilité d'un territoire augmenter ou donc la faire diminuer. Les indicateurs, sans rentrer dans le détail, sont donnés dans cette diapositive. La manière par laquelle on les présente, c'est à travers une interface web SIG. Je vais peut-être terminer mon propos, mais c'est pas très grave. Avec ici donc une façon d'envisager les choses, et puis donc des façons de produire les données qui relèvent à la fois de l'observation que l'on fait dans les laboratoires, mais qui est aussi promue au niveau des gestionnaires que l'on forme. Je vais passer rapidement là-dessus. On forme à travers des ateliers, des formations spécifiques. On produit un certain nombre de volets de guides, par exemple, aussi pour aider à cette gestion. On produit aussi un certain nombre d'outils qui permettent d'avoir l'ensemble de ces levées qui peuvent être réalisées par les gestionnaires et aussi par les laboratoires. Voilà, y compris même des outils pour de la science participative. Et finalement, on met en base de données des éléments qui sont disponibles pour tout un chacun, à la fois pour la science et pour les gestionnaires, à travers des web SIG et des outils dédiés à l'analyse et à l'interprétation de ces données, notamment à travers des outils comme OSI. Alors il y aura une démonstration cet après-midi, je ne vais pas m'attarder sur ces deux outils, et des outils de visualisation, par exemple de l'évolution du trait de côte localisé en un endroit, notamment l'outil MadDog qui est développé au niveau de l'IEM. Donc voilà, donc au total, on a appliqué ces éléments-là sur le territoire du Finistère, dans lequel finalement l'observatoire est devenu un outil dans lequel il y a un partage d'expertise, il y a évidemment une montée en compétence des acteurs locaux, en même temps que l'avancement de cet observatoire. Il y a des suivis à long terme des 4 composantes qui se mettent en place progressivement. Alors des collaborations existent également avec d'autres secteurs côtiers. Et donc au final, le bilan il est plutôt positif dans le sens où on a une approche ici intégrée de ces risques côtiers et pas simplement à travers le seul aléa, mais aussi à travers les autres composantes, dont les composantes anthropiques en tout cas. Et dans ce cadre-là, ça permet à tout un chacun de naviguer dans la vulnérabilité et donc d'analyser les déterminants de cette vulnérabilité pour pouvoir jouer dessus en termes de gestion de ces risques sur les territoires. Voilà. Je vous remercie.